Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Le sujet du jour est 9e art et expérience immersive. Alors, on a choisi volontairement un titre très large pour pouvoir englober le maximum d'expériences immersives. Avec nous sur scène, nous avons François Certes de Contact Festival, contrôle des festivals, pardon, qui va nous expliquer, qui suit les questions de réalité virtuelle, d'expérience d'immersion autour de la bande dessinée ou dans la bande dessinée. Enfin, on verra les différentes nuances. On va revenir avec lui sur ces différentes expériences. Nous avons avec nous aussi Émeric Castin de Humanimation qui développe des projets transmédia dans lesquels l'immersion et la bande dessinée font plutôt bon ménage. Et Samuel Petit qui représente le groupe de Marc et qui travaille sur l'accessibilité des bandes dessinées à des publics éloignés, c'est-à-dire souvent malvoyants ou avec des troubles du langage. Donc, plusieurs façons d'aborder ces questions d'immersion. François, on va revenir sur votre festival. Vous étudiez, enfin, en tout cas, vous accueillez des projets de réalité virtuelle autour de la bande dessinée et d'expériences d'immersion pour voir comment on peut vivre la bande dessinée d'une autre manière, depuis plusieurs années déjà. Oui. Comment ces expériences différentes de la bande dessinée via un écran ou via un casque de réalité virtuelle ont évolué depuis plusieurs années? Alors déjà, le festival Courant 3D, lui, est né à partir du festival de Clermont-Ferrand pour intégrer tout ce qui est nouvelle technologie, qui était issu de l'audiovisuel. Et en 2014, nous avons ouvert la première compétition européenne qui était liée à la réalité virtuelle. En 2015, nous avons pris connaissance d'un projet qui s'appelait Magnétique, qui était développé en Italie, qui était la première bande dessinée, à ma connaissance, adaptée donc pour la réalité virtuelle et créée pour la réalité virtuelle. Ce projet, j'ai vu qu'il était encore disponible. Ça, c'est une bonne question aussi, de la disponibilité des œuvres à travers les évolutions de matériel. Donc, on les avait reçus en 2015 et c'était une première expérience liée entre bande dessinée et réalité virtuelle, en sachant qu'on peut parler aussi de tout ce qui est réalité augmentée. Et puis tout ce qui est cave, tout ce qui peut être des choses beaucoup plus immersives de façon globale. Mais alors concrètement, comment ça s'appréciait Magnétique? On devait mettre un casque? Alors on devait mettre un casque et on naviguait de bulle à bulle. Je me rappelle à l'époque qu'on avait des réflexions parce que c'était la première fois et on regrettait, ce que regrettaient les gens, c'était de ne pas avoir une page complète. Et parce que dans une bande dessinée, la page complète a son importance. Et là, qu'en fin de compte, on allait de case en case. Et ces cases étaient développées en immersion. On pouvait se déplacer dans la bulle. C'était assez intéressant. Enfin, pas dans la bulle, mais dans la case avec les bulles, d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a eu un événement relativement important pour la France. Effectivement, c'est l'adaptation de Sens. Qui est de Marc-Antoine Mathieu, qui a fait quasiment le tour du monde, que j'ai montré ici en 2016 à la bande dessinée et qu'on a montré un peu partout, à Annecy et surtout à l'étranger. Okay. Et puis en 2017, on a eu une Jailbirds, qui est un projet qui a été très très suivi sur Angoulême d'ailleurs, puisque les derniers opus de Jailbird ont été montrés cette année en avant-première sur notre festival. Et alors là, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on est dans l'univers? Non, là, ça devient carrément une adaptation filmique VR pure. On s'est éloigné de la bande dessinée. Simplement, on prend, comme dans beaucoup de cas, on prend une écriture qui a été faite pour la bande dessinée, pour la réadapter comme on le fait pour le cinéma, pour la réadapter à la réalité virtuelle. D'accord. Et effectivement, on va retrouver aujourd'hui plusieurs expériences de ce type-là, soit dans le casque, soit avec multicasques synchronisés, ou alors vraiment des expériences dites cave pour moi. On a eu aussi sur Angoulême l'adaptation d'Universal War One, qui a été pour le Studio Nix une première approche. Et il faut savoir que le studio Nix d'Angoulême, derrière, a développé The Hangman Atom, qui a gagné
derrière, en 2020, a eu le prix de Venise. Et il faut savoir que toutes ces évolutions aussi ont amené sur Angoulême un savoir-faire. Par exemple, pour le son, il ne faut pas l'oublier, parce que dès qu'on fait des adaptations filmiques, il faut aussi du son ou de réalité virtuelle, en particulier pour le studio G4F. On en parlait tout à l'heure aussi, on a fait un événement l'année dernière, en 2022 important, c'était pour toutes ces adaptations-là sur la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, il y a des fonds qui sont mis en place par la région au niveau de la création. Et généralement, on ne regroupe pas les gens qui ont eu ces subventions. Et pourtant, c'est quelque chose d'important pour partager les savoir-faire, les écueils. Et c'est aussi une piste assez intéressante. Je crois qu'en fin de compte, dans toutes ces évolutions qu'il y a eu de la BD vers les systèmes immersifs, on est entre le jeu vidéo, la réalisation audiovisuelle, des applications sonores particulières. Et en fin de compte, on a surtout besoin dans nos territoires de mixer ces compétences. Et je pense que effectivement, le travail de la région, le travail qui pourrait être fait sur Angoulême, c'est vraiment de développer ici un think tank, parce qu'il y a vraiment une réflexion de base sur la bande dessinée qui pourrait s'appliquer à tous ces univers. On va sans doute y revenir. Alors, du coup, je me tourne vers Aymeric Cassin pour Humanimation. On est aussi sur à la fois des transposition d'univers papier de bande dessinée vers des expériences différentes. On va en parler sur Shangri-La de Mathieu Bablem, mais aussi sur de la création transmédia à partir d'un objet qui n'est pas encore un livre. Je vais vous laisser présenter les deux projets à la fois développés et encore en cours. Merci. À Humanimation, on fait du transmédia, c'est-à-dire on prend une grande histoire et sur cette grande histoire, on va traiter des chapitres de cette grande histoire sur les médias qui correspondent le mieux. Donc, c'est-à-dire, il y a une grande histoire, une partie, un chapitre, ce sera une BD, un chapitre, ce sera un jeu vidéo, un autre chapitre, ce sera un projet d'animation, que ce soit linéaire ou long métrage. Donc là, on a fait un premier projet. Dans notre vision, on a une vision assez proche du respect de la vision de l'auteur, c'est-à-dire on fait un peu de la traduction d'univers. Et donc le tout premier projet qu'on a fait, c'était avec Arte, où on a adapté le travail d'un duo de plasticiens qui s'appelle Gangpol et Myth, où on a fait une série d'animations. Là, on est en train de produire en ce moment même le jeu vidéo. Et donc, on est à une conformité sur toutes les plateformes visuelles. Et par contre, on raconte des choses différentes en fonction des plateformes. Là, récemment, on a sorti Dordogne, qui est le jeu vidéo de mon associé, produit, réalisé et surtout peint par mon associé Cédric Babouche. C'est un jeu vidéo qui est entièrement peint à la main. Donc Cédric est aussi auteur de BD. Il a sorti le Chant du Cygne chez Le Lombard il y a quelques années. Et donc on a adapté son travail d'aquarelliste dans un univers 3D de jeux vidéo totalement interactif. Et donc c'est cette vision-là. Et donc c'est le fait d'être en immersion dans le travail de l'auteur. Et en parallèle de ça, on a acquis les droits auprès d'Ankama de la bande dessinée Shangri-La de Mathieu Bablé. Et là, on fait un projet un peu plus atypique, qui est on va dire la branche IRL du transmédia, donc in real life, pour vivre en fait l'histoire et essayer d'être complètement immergé dans l'univers. Où là, en fait, on fait un BD concert. Donc ça, on le fait en coproduction avec le collectif Hors Normes, qui est une société de production de spectacles vivants transmédia qui est basée à Poitiers. Et donc ils ont conçu une scénographie et une mise en scène spéciale pour l'adaptation en fait de cette BD en BD concert, mais qui est un BD concert immersif. C'est-à-dire on se retrouve au centre d'un dispositif qui est composé de 4 écrans géants, comme vous voyez. En fait, là vous en voyez que 2, mais il y a le symétrique en fait de l'autre côté. Il y aura une vidéo qu'on va pouvoir lancer, avec une musique qui était spécialement composée pour le spectacle, pour l'immersion, et le tout en accord avec Mathieu Bablé, qui est l'auteur de l'œuvre. On va regarder la vidéo, je pense que c'est plus parlant de voir un extrait de ce spectacle, enfin, si on peut appeler ça encore un spectacle classique. Oui, si.
avec le contraste, on a un peu de mal à voir, mais on voit en fait le public au centre du dispositif, au milieu de 4 écrans qui ont à peu près la taille d'un écran de cinéma. Et là, ça reprend directement des cases de la bande dessinée. Voilà. Donc Mathieu n'a pas à dessiner derrière les cases, derrière la plupart des cases, ce qui nous a quand même simplifié beaucoup le travail. Et donc on a il y a une sorte de recadrage qui peut être fait au niveau de la case, mais c'est pour être complètement immergé dans le travail de l'artiste en fait. Est-ce qu'il y a des bulles à lire? Oui, par moment. Il y a une partie qui est en voix off, une partie qui est jouée, une partie qui est à lire. On essaie justement donc c'est Christelle Déré, la metteur en scène, qui a vraiment réalisé cette expérience pour qu'elle soit le plus vivante possible. Et donc pendant 1h15, en fait, on peut vivre en fait cette expérience d'être au centre en fait de l'univers. Autour de Shangri-La, vous avez aussi développé d'autres dispositifs qui facilitent l'immersion. Je pense à une appli mobile, enfin un jeu sur mobile, les IRL, et bientôt quelque chose en casque de réalité virtuelle aussi. Pour Shangri-La, c'est en projet. Pour Shangri-La, il y a déjà une smart fiction qui existe en plus de l'expérience, où en fait on peut s'immerger en fait dans l'histoire en fait créée par Mathieu. En gros, on est vraiment le public est comme s'il était dans l'USS Tianzhou pour ceux qui ont lu la BD, et on vit un peu ce moment de révolte en fait. Et donc la smart fiction permet avant le spectacle de s'imprégner, mais aussi pendant le spectacle il y a quelques moments d'interactivité. Comme en plus il y a un côté un peu théâtre immersif où des comédiens sont dans le public et vont un peu interférer, etc. On est tous très très fans. Une des grandes rêves qu'on a tous, c'est la compagnie Punch Drunk, avec ce qui a été fait sur le spectacle Sleep No More à New York notamment, et à Londres, mais je me souviens plus du nom exactement. Mais c'est dans cette notion d'immersivité en fait qu'on voudrait travailler. Très bien, je pense qu'on a à peu près compris vers quoi vous allez. Je pense que c'est que le début. Je vais donner la parole à Samuel Petit maintenant pour parler de toute autre chose. On n'est pas du tout dans le divertissement ni le spectacle. Vous avez développé depuis plusieurs années des outils pour rendre accessible à des personnes malvoyantes des bandes dessinées, mais vous ne faites pas du livre audio. Non. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, là, on va aborder la partie immersion sous un tout autre angle. Et en plus, j'ajouterais que ce qui a été évoqué et présenté était beaucoup un travail artisanal, soigné, artistique. Et nous, on va être d'un autre côté, là aussi, on va être plutôt du côté industriel. En fait, effectivement, ça fait 13 ans, maintenant 10 ans, dans le cadre d'un laboratoire commun avec l'Université de La Rochelle, qu'on développe une intelligence artificielle qui est capable d'extraire la sémantique visuelle et géométrique des bandes dessinées. Alors là, on le voit sur une planche franco-belge, donc avec des structures assez simples, mais ça marche aussi sur des structures complexes. Donc on va extraire les bulles, le texte. Maintenant, on va de plus en plus loin. On commence à voir les émotions, on commence à comprendre le contexte qui se passe avant, après. Et le problème qu'on va avoir, alors là, ça c'est un logiciel qu'on développe qui est un logiciel d'aide à la traduction. Je ne vais pas le détailler aujourd'hui. Simplement, il extrait le texte et il est capable de le repositionner quand il est traduit. On va juste dire ça. Et en fait, on va être sur un usage très très différent qui se situe dans un contexte en plus juridique. Alors ça, c'est un point sur lequel je veux prendre 30 secondes. Dans le livre numérique, il y a une nouvelle étape qui est en train d'être franchie parce qu'il y a une loi en Europe qui s'appelle l'Accessibility Act qui demande maintenant aux éditeurs, qui force les éditeurs, pour dire un peu les choses réellement, à faire en sorte que le livre soit nativement accessible. Ça veut dire qu'ils vont avoir des capacités et des fonctions de s'adapter à tout un ensemble de troubles et de problèmes et d'empêchements que peuvent rencontrer les gens. Et là, on a tendance, quand on parle de ça, à penser aux aveugles, mais en fait, les troubles, c'est beaucoup plus que ça. C'est les problèmes de malvoyance, de taches dans les yeux, de flou, de troubles autistiques, de troubles moteurs, de gens qui ne peuvent pas forcément scroller, appuyer sur un écran, tourner une page, voir le texte, lire un texte manuscrit. Il y a même des troubles que j'ai découvert en travaillant avec des fondations. Il y a des gens qui ne peuvent pas décrypter, par exemple, une image, voir un personnage par rapport au fond. Ils vont voir un brouillard
visuel sans être capable de déchiffrer l'image. Et donc, en fait, on a tout ça. Et l'idée maintenant, c'est qu'il y a une pression juridique qui fait que les éditeurs doivent rendre ces livres accessibles à ce public-là. La bande dessinée essaye un peu de s'échapper via une potentielle exception, mais ce n'est pas vraiment évident. Et nous, on vient amener des technologies qui vont permettre d'apporter, là on voit une illustration des différents troubles, qui vont en fait amener, on va commencer à mettre sur le marché un ensemble de solutions pour, donc un autre sens du mot immersion, hein, permettre à des gens de s'immerger dans une bande dessinée alors qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et je terminerai juste là-dessus. Pour ceux d'entre vous qui ont un petit peu des soucis comme ça, ce qui est quand même en fait 20% de la population, on a complètement tendance à ignorer la proportion de gens concernés. Vous avez sans doute dans votre smartphone ou quelque chose, un menu accessibilité avec 40 options qui s'adaptent à votre problème, zoomer le texte, afficher dans une couleur. Enfin, il y a 1000 choses qu'on peut faire. Et bien, globalement, c'est un peu ça la vision. On va petit à petit amener la possibilité de pouvoir activer selon notre problème ce dont on a besoin. Et ce besoin peut différer énormément d'une personne à l'autre, voire même il y a des choses qui s'excluent l'une l'autre. Voilà, ça c'est pour introduire un peu la chose. Il y a des slides qui passent un petit peu comme ça. Il faut s'adapter à la diversité de la bande dessinée. Là, vous voyez les capacités un peu de l'IA actuellement. Et puis je reviendrai peut-être en détail dans une deuxième phase. Éventuellement, je te demanderai d'aller sur un slide en particulier. Bien sûr. Alors, moi, j'ai une question pour tous les trois, parce qu'on a entendu parler de différents projets. On parle de création, on a parlé de Mathieu Bablet, on a parlé de Marc-Antoine Mathieu, par exemple. Est-ce que les auteurs sont intéressés par ça, par ce développement de la bande dessinée ailleurs que sur la page, le papier est-ce qu'ils sont impliqués et est-ce que ça leur donne envie de créer peut-être directement pour l'écran ou le casque Aymeric ? Oui, les auteurs sont vraiment très intéressés parce que ça leur permet de développer leur univers autrement et voilà, d'atterrir sur des plateformes sur lesquelles ils n'auraient peut-être pas forcément pensé atterrir. Enfin, on a encore la surprise récemment avec le projet Globozone quand on leur a dit voilà, on en avait parlé du modèle transmédia, là on a réfléchi à un jeu, vous en pensez quoi ? Vraiment, tu as continué là-dessus ? Oui, voilà ce qu'on a fait, etc. C'est super. Et après, pour les auteurs littéraires, c'est évident parce que ça ne fait que d'augmenter leur univers. Et souvent même, l'auteur littéraire va partir d'une Bible où il y a tout un tas d'arches qui vont être développées. Et là, cette vision-là permet d'en développer une bonne partie. On n'empêche qu'après, il faut produire l'ensemble de tout ça. Mais... François, est-ce que les auteurs s'impliquent dans ces projets-là ? Alors moi, je dirais que quand on présente grosso modo une nouvelle technologie à des auteurs, ils ont envie. Alors il y a ceux qui vont freiner des cas de fer et puis il y a ceux qui vont vraiment avoir envie de tester. Généralement, on n'a aucun problème pour trouver des techniciens, des gens qui ont envie d'accompagner. Le nerf de la guerre reste la production, parce qu'il faut trouver des gens qui soient, des producteurs qui soient formés à la connaissance des guichets, des aides, des procédures de ces nouvelles technologies. Je peux donner un exemple. Si vous avez quelqu'un qui travaille dans le spectacle vivant et qui veut développer une application de réalité virtuelle, le producteur avec qui il travaille d'habitude n'aura aucune idée du temps de programmation, par exemple. Pourtant, ça sera un frein énorme. Et c'est justement là que je disais tout à l'heure que les échanges sont importants. Ouais, voilà. Et même quand on est dedans, c'est pas évident, parce qu'au final, le projet Shangri-La n'a pas été aidé par le CNC, qui est notre guichet. Il a été soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, par le guichet Aquitaine Culture Connectée, mais il n'a pas été soutenu par le CNC parce que la partie spectacle vivant nous a dit ah non, c'est plutôt immersif, donc ça c'est plutôt le guichet CNC expérience numérique, et le guichet expérience numérique nous a dit mais non, c'est plutôt le côté spectacle vivant. Maintenant ils ont mergé tout ensemble, mais au final voilà, donc c'est encore des expériences nouvelles. Alors justement, puisqu'on parle de soutien public, Samuel, vous avez évoqué la législation européenne qui va pousser les éditeurs à se conformer à un accès au livre. Est-ce que vous êtes aidé par les pouvoirs publics à développer des choses pour les personnes avec un handicap ? Est-ce qu'il y a des guichets aussi qui sont ouverts ou des aides pour cette technologie ? Oui, moi je suis sous un angle beaucoup plus scientifique. Donc en fait, il y a des aides pour la recherche, il y en a beaucoup, il y a des
des fonds pour l'aide à la recherche et développement en intelligence artificielle, des choses comme ça. Donc oui, je dirais même qu'on va continuer à l'être et on est en train de déposer des projets parce que il y a des choses qui ne sont pas faciles à faire. Mais en fait, je veux bien revenir sur la question de juste avant, parce qu'en fait, c'est marrant, sous une perspective totalement différente, parce qu'effectivement, je ne suis pas du tout dans ce sujet artistique, on va dire. Mais nous, on a un autre sujet qui répond vraiment à ta question, et encore une fois, le prisme est complètement renversé. C'est que nous, on a une tension dans le sens où il peut arriver qu'on doit altérer un peu le travail artistique de l'auteur, entre guillemets, pour le bien commun. Et ça, il y a une tension pas évidente là-dessus à gérer. Alors, je sais pas, en fonction si tu peux avancer, mais il y a par exemple un slide où je montre que pour la dyslexie, par exemple, à un moment donné, on va superposer, ça va être juste après, je pense. Ouais, voilà. Là, on a une petite case de BD avec une écriture manuscrite. Et pour les dyslexiques qui ont par exemple besoin, tu peux juste aller sur la suivante, d'aller sur un texte complètement adapté, zoomé, etc. On va provisoirement, j'insiste sur le provisoirement, superposer quelque chose d'un peu moche, mais de utile pour permettre à quelqu'un qui ne peut pas déchiffrer des phrases ou qui va avoir un problème réellement pour accéder au texte. Et il y a même un sujet qui n'est pas tranché, que nous, il faut qu'on aborde d'un point de vue légal. Il y a quelque chose qui s'appelle le FALC, le facile à lire, où en fait on va carrément altérer l'écriture, on va simplifier, enlever des adjectifs, à vrai dire un peu altérer le texte, mais parce que sinon certaines personnes, certains autistes notamment, ne pourront pas lire. Et toute la question, toute la tension entre jusqu'où on peut aller, jusqu'où l'auteur, l'éditeur, l'ayant droit va vouloir accepter ou pas, si on est dans l'adaptation, une autre version. Tout ça, c'est des sujets qui sont encore très ambigus, sur lequel chacun a un avis, mais où la loi n'est pas du tout claire. Mais alors, voilà. Qui est votre interlocuteur sur ces questions-là? C'est les éditeurs? Alors, il y en a plusieurs. Pareil, il y a les classiques, Syndicat national de l'édition, CNL en France, etc. L'ARCOM, qui est forcément l'organisme qui est punitif, qui va dire vous n'avez pas fait vos devoirs. Et puis après, très souvent, ces sujets, ils évoluent pas que nationalement. Donc en fait, il y a un travail à faire aussi sur des choses qui sont moins visibles, moins connues du grand public, qui va être tout ce qui est standard informatique, standard du livre numérique, etc. Et d'ailleurs, ça rejoint un truc dit en introduction, il y a des choses pour la pérennité des œuvres numériques qui sont en train de se faire. C'est un autre sujet, mais voilà. Mais voilà, ça c'est la réponse à la question. Très bien, alors je vais revenir justement à ce qui s'est dit un petit peu au début. François Serre, vous avez parlé qu'il serait important, voire urgent, de monter un think tank autour de la réalité virtuelle et de la bande dessinée, de regrouper des gens qui travaillent peut-être dans le même sens, ou encore pour l'instant pas suffisamment, pour réfléchir à l'étape d'après, au développement. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur cette idée. Pourquoi ici à Angoulême, il serait important d'ouvrir ce chapitre de réalité virtuelle autour du dessin, on va dire, quelque chose comme ça. On a tendance à penser que les choses se font naturellement. Et ici à Angoulême, vous avez le festival de la bande dessinée. Vous avez un pôle audiovisuel qui est relativement important, qui peut commencer par le lycée de l'image et du son, qui s'est implanté ici en 1989, où on forme des techniciens audiovisuels qui sont reconnus dans toute la France et même dans le monde. On a l'école nationale du jeu vidéo. On a une maison des auteurs, voilà. On a aussi des gens qui travaillent énormément à Magélis, par exemple, ou à la région. Mais où sont les événements fédérants? En plus, derrière, on parle généralement de nouvelles écritures. Donc si on parle de nouvelles écritures au sens large qui sont liées avec technologie, alors je fais un aparté tout de suite, s'il n'y avait pas eu la caméra, il n'y aurait pas eu l'écriture cinématographique. Donc on peut dire que la technologie est avant l'écriture. On a une ville qui est la ville reconnue auprès de l'UNESCO, créative, et ainsi de suite. Et effectivement, je pense qu'il mériterait d'y avoir une mise en place avec une certaine question d'éthique par rapport aussi, parce qu'on pouvait dire tout ce qui est environnement, parce que dès qu'on parle du digital, on parle d'environnement, on parle de choses qui consomment de l'électricité, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, je pense qu'il serait bien que les gens de toutes ces éducations, de toutes ces formations puissent se rencontrer avec des envies des producteurs, des réalisateurs, et de penser aussi cet avenir
qui est aujourd'hui impacté par l'intelligence artificielle, faut pas le mettre de côté. Et puis redéfinir aussi clairement ce que c'est que peut-être l'immersion par rapport à une écriture. Donc ça, c'est aussi des choses importantes. Et alors c'est très théorique ce que je dis, mais ça a des applications quand même dans la production. Parce que Aymeric, justement, est-ce que vous vous sentez un peu tout seul quand vous lancez ce genre de projet qui part, on a l'impression parfois un peu dans tous les sens, pour tester des choses. Est-ce que vous avez, alors pas forcément, voilà, peut-être pas des concurrents, mais des gens avec qui vous voudriez travailler, et c'est pas évident de faire comprendre ce que vous voulez faire. Est-ce que quand je parle de transmédia, oui. Surtout que c'est un mot qui était hyper à la mode il y a 10 ans, mais je n'ai pas trouvé mieux en fait. Donc je continue encore à l'utiliser. Après, je parle avec les interlocuteurs jeux vidéo du jeu vidéo et dessin animé du dessin animé. Dès que je commence à dire au sud du dessin animé que je fais du jeu vidéo, ils font et dès que je fais du jeu vidéo et que je commence à dire qu'il y a un projet d'animation autour, c'est oui, bon, enfin c'est toujours, c'est pas effectivement très net, mais au final c'est pas grave en fait. Moi j'y crois et j'avance dans cette direction. Pour l'instant ça fonctionne. Voilà, on verra. Après au niveau des events, il y a Immersity à Angoulême qui est quand même pas mal, et il y a le XR, le festival New Images à Paris, où effectivement on peut se retrouver, mais c'est vrai, il faudrait qu'il y ait encore plus. Il faudrait qu'il y ait encore plus. Et j'ai oublié tout à l'heure de citer quand même qu'ici à Angoulême, on est un gros pôle d'animation. Oui, exactement. Alors, François, tout à l'heure, vous avez parlé de technologie et de voilà, les écritures évoluent avec les technologies, juste après ou en même temps, pourquoi pas. Est-ce que le fait que pour l'instant on en est quand à l'embryon de ces tests de réalité virtuelle, c'est le fait que finalement peu de gens ont des casques de réalité virtuelle parce que ça coûte trop cher, parce que c'est pas très grand public pour l'instant? La grande question. Parce que ça, c'est un vrai obstacle au développement de ces écritures. Alors, on a mené avec notre association et le CEP, donc qui est le master des produits pour l'enfant, là, une enquête auprès des collégiens. Et il faut savoir que plus de 18% des collégiens ont déjà testé est-ce que c'est un casque de réalité virtuelle, qu'il y a plus de 10% de ces collégiens qui ont des casques de réalité virtuelle, que l'éducation nationale se plaint de l'utilisation des smartphones par les collégiens, mais la principale cause d'achat des smartphones, c'est de pouvoir utiliser le logiciel Pronote. Donc vous voyez, les choses, quand on les parle avec une question de sociologie et vraiment d'enquête, c'est important. Je pense qu'effectivement, il faut, quand je parlais de think tank, c'est aussi de poser des bonnes questions qui déclencheront aussi des enquêtes, parce que derrière, on a aussi des besoins de production, et ces productions, il faut connaître le public qu'il y a derrière. Donc nous aussi, on était étonnés de voir que 18% des collégiens de Charente aient déjà testé un casque de réalité virtuelle, principalement de jeux vidéo, mais ces éléments-là, ils les connaissent. Je ne compte pas tout ce qui peut être implication du smartphone, où là, c'est 100%. Je dirais 300% même. Est-ce que le problème, c'est les casques, Aymeric, la diffusion? Je pense qu'il y a un côté œuf, la poule et l'œuf, etc. Les casques sont effectivement arrivés en premier. Mon point de vue en tant que producteur, c'est peut-être pas forcément les bons contenus qui ont été mis en avant. C'est-à-dire c'est surtout des contenus d'action, des choses comme ça. Et le fait d'être en immersion, mais vraiment avec un casque, indique que quelque part le corps est en danger. Donc on ne doit pas avoir des contenus trop rapides, trop violents, etc. Je pense que c'est plutôt des expériences, vraiment des expériences immersives. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y en a des tonnes. Il y a des projets formidables qui sortent chaque année, mais qui sont vus par trop peu de monde. Il y a la sélection de Sundance, il y a la sélection de Venise, il y a la sélection de Berlin, la sélection de New Images à Paris, qui diffusent des œuvres chaque année, mais le grand public ne peut pas encore les voir. Et certes, j'étais content de voir à la FNAC qu'on a un casque Oculus Quest 2 maintenant pour 250 €. Ça reste une somme, mais c'est quand même beaucoup plus accessible que ce que c'était auparavant. D'accord. Samuel, est-ce qu'il y a un enjeu de technologie grand public pour vous, ou finalement ce que vous développez est accessible sur n'importe quelle liseuse? Non. On a aussi, nous, un problème qui a été très bien dit d'œuf et de la poule.
Et typiquement, là, on a des technologies qui déverrouillent les problèmes d'accessibilité. Pour ce qui va être de la production des livres numériques accessibles, c'est très facile, ça ne va pas être un problème. L'adaptation, le fait que les systèmes de lecture vont suivre, va prendre du temps. Alors, il se trouve que le groupe de marques dans lequel je suis, mon entreprise a été rachetée à l'été, et maintenant on est dans un grand distributeur de livres numériques en Europe, en Amérique du Nord, avec des monopoles au Canada et en Afrique. On a aussi ces technologies-là. Donc nous, on va pouvoir avancer et être un peu pionnier là-dedans. Mais c'est un vrai sujet et je pense qu'il y a des technologies qui avancent beaucoup plus lentement. On le voit avec le livre numérique notamment, beaucoup plus lentement. Et l'accessibilité, c'est d'ailleurs sans doute un des usages les plus utiles. Feu, c'est peut-être pas le mot, mais Arnaud Nourri, quand il était PDG du groupe Hachette, qui avait eu des tacles assez sévères sur le livre numérique, il avait dit, vous savez, le livre numérique est un objet stupide, mais on avait oublié le reste de la phrase, sauf pour les questions d'accessibilité. Il l'avait bien vu, lui, 10 ans avant. Et en fait, beaucoup des éditeurs ont en fait finalement compris que c'était une des approches. Voilà. Et puis après, il y a des éléments de bascule. Ça arrive. Au Japon, vous savez que par exemple, la BD a basculé en numérique. C'est même le manga, celui qui était en papier, maintenant à 65-70%. Donc il y a des effets comme ça, et il y a des effets d'œuf et la poule jusqu'au moment où tout s'aligne, ça résiste encore un peu. Puis quand la maturité technique est arrivée, 2, 3, 4, 5 ans après, tout est là, ça y est, il y a un effet de bascule. Mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre, c'est pas comme le dernier smartphone de l'année dernière, ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, et je dis vraiment ces échelles-là, je ne parle pas d'un an, 2 ans, je parle de, voilà. Donc il faut avoir une vision un peu long terme sur ces choses-là. Voilà. Et en termes de création, Aymeric, vous qui produisez des contenus de tout azimut, dans les jeux vidéo, l'animation, le livre aussi, ça en fait partie. Est-ce que ces freins, ça vous bloque vraiment, ou pareil, vous vous projetez en disant il faut qu'on teste et de toute façon, ça finira par arriver? On est toujours obligé quand même de se confronter à une réalité de marché. Voilà. Toujours. Donc nous, notre point. Voilà. Vous aussi, oui, j'imagine. Donc nous, notre point de vue, c'est on commence par le jeu vidéo. D'accord. Parce que on arrive mieux à convaincre, c'est plus net pour les investisseurs, on a quelque chose qu'on fabrique, qu'on vend. Pour l'animation, il y a une notion de distribution, avec le distributeur participe au financement, mais du coup on ne sait pas quand est-ce que, etc. Donc c'est plus net, nous on fonctionne comme ça. Et après, technologiquement, on travaille exclusivement sur un moteur de jeu vidéo, qu'on fasse de l'animation ou d'autres plateformes. Et en fait, on travaille sur le moteur de jeu de vidéo Unity. Et donc, l'ensemble des éléments graphiques doit rentrer dans le moteur. Donc, même si c'est pour Dordogne, c'est du papier scanné, c'est l'aquarelle. On finit dans le moteur Unity. Et à partir de là, on peut rebondir vers n'importe quelle plateforme. Donc, ça nous permet aussi de produire avec une échelle de coût vraiment nettement réduite. Et donc, ça nous permet de pouvoir prétendre à faire simultanément d'autres plateformes aussi. D'accord. Alors, justement, il y a des réalités de marché, mais on imagine aussi le potentiel d'un marché pour notamment les personnes qui n'ont pas accès aujourd'hui. 20% qui ne peuvent pas lire de la bande dessinée. Voilà. Alors, moi, j'ai un élément. Je vais vous répondre presque de façon anecdotique, mais je pense que cette réponse suffira. On travaille en collaboration avec l'association Valentin VIII, qui est la plus grande fondation de mise en accessibilité des livres. L'arrivée du numérique, pour eux, ça a été la révolution totale. Vous pouvez imaginer que pour eux, on est passé de quelques livres adaptés en braille, etc., avec un public, pardon de le caricaturer un petit peu, mais plutôt de retraités et ou d'handicapés sévères, c'est-à-dire d'aveugles, souvent. Et là, ils ont vu, c'est une révolution pour eux, puisque le catalogue accessible grossit dans tous les domaines, pas que la BD, le livre, etc. Donc, ils ont vu leur population doubler, tripler, etc. Et maintenant, et on l'observe aussi au Québec et au Canada, qui est le pays d'origine de l'entreprise, qui est maintenant la maison mère de notre entreprise, qui a un monopole sur les bibliothèques, la première demande est devenue la BD. Et pourquoi ? Parce que maintenant, les enfants sont un public de ces associations-là. Les enfants qui ont des troubles qui ne sont pas les troubles sévères et qui veulent évidemment, et c'est ma conclusion, partager la même lecture que leurs copains dans la cour d'école, qui est très souvent un manga, une BD, quelque chose. Et c'est radical. La bascule s'est faite ces dernières années et elle est nette, claire, précise, sans appel.
D'accord. Alors on peut imaginer alors que les grands éditeurs, les grandes maisons d'édition américaines, je sais pas, Marvel ou DC, ou les grandes maisons japonaises par exemple, c'est peut-être le moment où elles vont investir là-dedans que ça va tout déclencher. Pour une fois, l'Europe est en avance. Ah bah d'accord. C'est l'Accessibility Act est européen. Et il n'y a pas encore l'équivalent en Corée, j'en parlais pas plus tard que l'heure d'avant, et pas encore au Japon, et pas de pression encore réelle aux États-Unis, mais ça vient. Voilà. D'accord. Alors, je me tourne vers la salle parce que peut-être que aussi vous avez des questions. Vous êtes venu ici écouter nos interlocuteurs, mais vous avez peut-être des questions. On peut vous lever la main. Est-ce qu'on a des micros à donner dans la salle, Sonia, s'il te plaît? Pas d'urgence. Ah bah, sauf s'il n'y a pas du tout de questions, mais j'en serais surpris. Bon alors moi j'en pose encore une autre. C'est quoi l'étape d'après là du coup en termes de développement d'immersion, de réalité virtuelle et de bande dessinée? Et puis j'aurais une autre question sur spécifiquement la bande dessinée. J'aimerais qu'on dise un mot sur l'étape d'après. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Là, on a parlé des casques à 250 €. Est-ce que c'est ça l'étape? Tout le monde s'équipe et il faut du contenu intéressant. François, vous voyez ça comment? Alors, pour la réalité virtuelle, effectivement, l'étape aujourd'hui, c'est l'impact du casque d'Apple et de la nouvelle version qui va sortir du casque de Microsoft. Tout ça mélangé avec l'autre impact qui est fort, celui de l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Et donc ça, c'est quand même un virage qui nous attend, okay, donc, qui est déjà là d'ailleurs, mais qui va demander du contenu. C'est ça, il va falloir produire du contenu. On en parlait, l'œuf, la poule, mais enfin, au bout d'un moment, les gens s'équipent pas s'il n'y a pas de contenu. Donc, Oui, c'est ça, mais du contenu, s'il y a des opportunités, les producteurs se mettront à produire, mais il y a déjà énormément de contenu qui existe, qui est pas justement encore mis en avant, parce que ça fait depuis, on va dire, 10 ans qu'il y a une sélection dans les plus grands festivals du monde sur des contenus immersifs avec des œuvres fantastiques qui sont trop peu vues en fait. Donc là déjà il y a tout un tas de contenus à ce niveau-là à montrer. Et après pour moi une partie de l'avenir c'est ce côté... nous on a voulu se positionner sur le transmédia aussi pour, avec le postulat de dire qu'on regarde du contenu sur des écrans interactifs. Donc, et que le public qui arrive rapidement touche l'écran, il faut qu'il y ait quelque chose à faire en fait. Donc c'est pour ça que Dordogne au final est plus une histoire interactive. Ça reste un jeu vidéo, il y a énormément de choses à faire, mais c'est quand même surtout une histoire, un développement graphique avec des opportunités d'interaction qui sont du jeu. Mais c'est ça aussi qu'on a voulu mettre en avant parce que voilà, moi je pense que l'interactivité dans l'histoire, donner le choix, pouvoir donner la main, alors que ce soit en immersion ou pas forcément, mais après qu'est-ce que ça veut dire aussi quoi. Je le voyais par rapport à... Moi j'ai un fils de 12 ans et c'est vrai qu'il lit énormément de mangas, mais par rapport à tous les jeunes que je côtoie, la notion d'interactivité est aussi très très importante. Et donc on a aussi une modification, moi en tant que directeur de festival, on a une modification du public. C'est une modification de spectateur à spectateur. C'est-à-dire des gens qui veulent de l'interactivité. Et c'est pas les éléments digitaux qui viennent que pour ça, ils viennent aussi parce qu'ils permettent cette interactivité. Et alors, est-ce que tout ça reste quand même un peu de la bande dessinée au final? Parce qu'on y revient, 9e art et expérience immersive. Est-ce qu'à la fin, quand on a un jeu vidéo immersif avec des possibilités d'interactivité, est-ce qu'on a je sais pas moi, un dessin animé, est-ce que la bande dessinée est encore là quelque part dans ses spécificités narratives? Ah oui, nous elle fait partie de l'équation en permanence. Après c'est faut la faire éditer. Voilà, donc là on réfléchit à certains systèmes pour utiliser les images que l'on a pour faire une bande dessinée à partir de ce qu'on a. Mais de toute façon, elle reste dans l'équation en permanence. Mais voilà, il y a pourquoi pas de pouvoir cliquer et qu'on obtiendrait d'autres éléments. Il y a des tests qui ont été faits sur la version papier et la réalité augmentée. Il y a aussi des BD qui jouent avec la parallaxe d'une tablette
un projet qui s'appelait avec plein de R à la fin, qui est génial. Voilà, enfin bon, il y a la BD, mais là, forcément. Ouais. Enfin, moi, je réduirais en disant que de toute façon, il y a beaucoup plus d'auteurs dans le monde de la bande dessinée que dans le monde de la réalité virtuelle. Et donc, à un moment donné, par porosité, ça va forcément aller dans un sens qui est bien défini. D'accord, ce sera peut-être encore des questions de marché ou de volonté de développement. Je repropose, c'est des questions. Oui, il y a une question, monsieur. Oui, bonjour. J'avais donc une question en termes de diffusion. Là, vous avez évoqué certains espaces de diffusion, à l'instant sur des tablettes. Et est-ce que vous pensez aussi à des diffusions interactives qui peuvent avoir lieu sur des médias comme la télévision ou des plateformes? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont en cours déjà? Comment ça se passe? Il y a effectivement pas mal d'initiatives. Après vient la notion d'interactivité. C'est-à-dire que si on est sur un contenu qu'on ne fait que regarder, la télé fonctionne encore, mais si on doit interagir avec, ça devient un peu plus compliqué en fait. Donc là, il y a des grandes plateformes qui se mettent à diffuser des contenus interactifs comme Netflix, même si c'est une plateforme en parallèle. Nous, en interne, on réfléchit à développer une plateforme qui s'appelle Naractive et qui permettrait d'autant regarder que de jouer. Ça, voilà, c'est en utilisant une technique de navigateur web. Il y a des initiatives en fait qui arrivent. Et après, pour tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée, il y a les briques technologiques qui existent, qui s'appellent le WebGL et qui s'appelait le WebXR avant. Ou maintenant, ça s'appelle WebXR et ça s'appelait WebGL avant, un truc comme ça. Mais ça nécessite beaucoup de développement, voilà. Et voilà, c'est un truc qui nous intéresse, mais pareil, c'est des fonds, c'est tout ça, voilà. J'ai une autre réponse à donner. Effectivement, suite à la série Black Mirror avec Bandersnatch, tout téléviseur aujourd'hui actuel est capable de faire de l'interactivité. Toute tablette, bien sûr, et tout téléviseur. Netflix est à la recherche d'auteurs qui présenteraient des sujets interactifs, alors en prise de vue réelle, mais ça peut être aussi de l'animation. Ils sont vraiment en recherche de ça parce que c'est des choses qui sont intéressantes. L'ennui, c'est que pour faire un 15 minutes, il faut tourner 90 minutes. Donc, mais pas en animation. Ah, pardon ? Mais pas en animation. Pas forcément en animation. Voilà. Et j'ai un exemple, parce que j'ai produit un film en interactif. J'étais auteur aussi. Et le Covid est passé par là. Et on a choisi pour moi entre le Covid et l'interactivité. Donc c'est le Covid que tout le monde a choisi. Donc le film qui devait faire 25 scénarios n'en faisait plus que 2. On a collé les deux qui ont été tournés. Et en fait, il a été sélectionné à Clermont-Ferrand. C'est toujours ce que je dis. Essayez les nouvelles technologies. Si vous vous plantez, ça marchera quand même. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur ? Parfaitement, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public sur ces expériences-là ? Non. Alors, moi, François, j'ai quand même une question. Juste pour revenir au début à ces fameux magnétiques où on lisait des cases, un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il y a encore dans les expériences-là, puis on a vu dans le spectacle de Shangri-La aussi, il y a des grandes cases avec des bulles. Est-ce qu'on lit encore du texte quand on fait ces expériences d'immersion, ou on est quand même vraiment passé de l'autre côté, vraiment du côté du jeu ou que de l'animation ? Je pense à ça parce que c'était l'année dernière où il y a 2 ans, Isneo présentait sa liseuse en mode avec un casque en fait. C'était sa liseuse web en mode casque. Et on lisait avec un casque une planche géante, grosso modo. Est-ce qu'il y a encore de la lecture dans le casque ou pas ? Je dirais pour la lecture, c'est encore assez... la lecture sur écran dans les contenus immersifs, voire jeux vidéo, c'est assez délicat. Parce que s'il y a trop de contenu à lire, on perd un peu le public. Pour Shangri-La, c'est différent parce que c'est une BD. En fait, on voulait respecter la BD. Okay. Il y a quand même quelques parties en audio pour fluidifier en fait aussi le spectacle, parce que sinon on est obligé de laisser le texte affiché quand même pendant un certain temps. Mais bon, de toute façon, il y a le livre en fait aussi. Voilà, oui. C'est ça. Après, effectivement, s'il y a trop de contenu vraiment à lire sur un écran, ça peut
Voilà. Mais bon, après. Ok. C'est bien, non. Est-ce qu'on a tout dit sur Demarc? Oui, non, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il fallait regarder un slide de plus. Et on a une autre question de madame. Bonjour. C'est une question un peu pratico-pratique. Si on veut voir le spectacle Shangri-La, on peut le voir encore ou... Alors, on y travaille. Voilà. C'est un peu le but aussi d'être là pour en parler. C'est que on a eu le Covid, nous aussi. Donc on a été soutenu par plein de scènes nationales. Il y a eu Creil, il y a eu Grenoble, il y a eu la Nef Angoulême qui nous a soutenus. Enfin plein de. Donc pendant le confinement, en fait, on a fait des résidences pour créer le spectacle. Après, on a pu faire des spectacles dans les lieux où on avait eu des résidences. Et là, on a produit 4 jours de spectacle à Bordeaux. La prochaine date sera à Marmande, en mars. Et on est en train de chercher des tourneurs. Voilà. Ce qui se passe, c'est que c'est quand même ça rentre juste dans une salle de musique amplifiée. Donc c'est quand même un spectacle assez gros. Mais on est en train de chercher des tourneurs, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Et c'est justement un type de spectacle un petit peu, c'est assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Est-ce que justement les lieux comprennent l'enjeu et aussi la dimension, parce que vous dites c'est un gros dispositif quand même. Oui, et puis il n'y a plus de différence entre on a cassé la scène, en fait l'espace entre la scène et l'espace public, où le public se trouve au centre de la scène et entouré. Donc il faut... Voilà, mais au final, l'avantage, c'est qu'on peut jouer n'importe où. Quelque part, du moment qu'il y a une prise électrique, on peut tout installer, on est autonome sur la totalité de l'installation. Mais effectivement, ça a son inconvénient pour trouver justement la formule qui va être peut-être une tournée des festivals de BD ou des festivals de culture numérique comme Japan Expo, ce genre de choses. Ou après carrément des festivals de musique pour jouer en matinée ou des choses comme ça. Ok, très bien. Peut-être une dernière question. Moi, j'avais quand même une question, Samuel, justement sur aussi la suite. Vous avez précisé tout à l'heure, maintenant on est prêt à passer en mode industriel, à développer tout ça. C'est quoi le frein d'aujourd'hui maintenant? C'est qu'il y ait des éditeurs qui sollicitent votre technologie pour publier ce type de livre numérique? En fait, non, je crois que le frein, justement, il vient de sauter. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu parlais de poule. On a tous parlé de poule et l'œuf là pendant longtemps. Regarde, on s'est connus, pardon, je m'adresse un peu à toi, mais dans la salle, quand on avait aussi notre librairie de bande dessinée numérique qui n'a pas connu vraiment le succès qu'on aurait voulu. Les éditeurs ne sont pas allés avec un enthousiasme débordant dans la numérisation de leur contenu, mais regardez, le fait qu'il l'ait fait que maintenant les fichiers sont là. Le fameux poulet l'œuf, il vient de sauter puisque les fichiers sont là. Il suffit juste de les adapter. Et donc le catalogue, il est là. Donc, en fait, l'accessibilité a été d'ailleurs un des éléments qui a fait décoller la lecture numérique des livres noirs, d'ailleurs. Donc on voit bien qu'on est arrivé à ce moment où finalement on peut basculer dans la production industrielle, quitter le côté artisanal. Pour vous donner un petit exemple, l'association Valentin Huy m'a montré pas plus tard qu'il y a 3 semaines une adaptation audio expérimentale d'un Astérix qu'ils viennent de faire. Ils ont, eux, un cadre de loi très spécifique qui s'appelle Platon. Les éditeurs ne peuvent pas leur refuser quand ils veulent adapter une œuvre en audio. Ça fait partie du droit à l'accès. Voilà. Et donc, mais 1 000 € la planche. C'est absolument pas industrialisable. Alors, c'était très beau, très spectaculaire. Moi, j'ai été très impressionné par la capacité des acteurs de décrire l'image et de faire vivre la scène en représentation mentale. C'était spectaculairement beau, mais d'un point de vue industrialisation, pas possible. Par contre, pour tous les autres handicaps, ce que je vous ai montré, on est dans des coûts qui vont être entre 100 et 300, 400 € l'adaptation. Rien du tout d'un point de vue industriel. Donc, ce n'est plus qu'un maintenant une question de temps et de bascule petit à petit du catalogue. Et comme il est déjà numérique, le verrou, il a sauté. Donc, en fait,
j'ai pas de frein, c'est le début d'une nouvelle étape pour nous qui peut s'enclencher. Très bien, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, c'était une bonne façon de conclure sur l'immersion et bande dessinée dans des casques, des spectacles et puis pour l'accessibilité à tous. Merci beaucoup François, Aymeric et Samuel pour cette conférence et je vous donne rendez-vous dans 10 minutes pour le tour du monde des festivals de bande dessinée.